Alors, bonjour, je me présente, Thomas Vigne, et Jean-Jacques Doyen, qui n'est pas malheureusement présent sur la vidéo, mais qui a énormément œuvré avec moi sur ce projet. Même s'il n'est pas présent sur la vidéo, il faut surtout pas l'oublier, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Donc dans cette petite vidéo tutoriel, on va aborder le projet SID, Master Tier. Donc le projet consiste à se familiariser avec Spark, donc installer une machine avec Spark, le firmware Spark, essayer de récupérer un petit jeu de données pour effectuer un certain nombre de traitements. Et puis dans un deuxième temps, monter un Hadoop avec un système HDFS et un cluster YARN pour essayer de porter un petit peu tous les traitements faits en local sur un cluster. Le but étant de comparer les performances entre les exécutions faites en local, les traitements faits en local sur le jeu de données et les performances que l'on peut trouver lorsqu'on fait tourner ces instructions en mode cluster. Voilà. Donc malheureusement, je n'ai pas pu réinstaller de VM sur OpenStack puisque ça ne fonctionne pas. Donc on va fonctionner sur VirtualBox. Donc j'ai recréé deux machines Ubuntu, la vierge, donc sur lesquelles on va installer Spark 2.4.2 pre-build Hadoop 2.7 et Hadoop 2.7.7. Donc si on fait un petit rappel de topologie sur à quoi ça va ressembler à terme, donc on va avoir une machine entre guillemets master et plusieurs workers ou plusieurs autres machines sur le cluster qui vont travailler ensemble. Donc les frameworks utilisés, donc ce sera Spark et Hadoop. Donc Hadoop dont découle HDFS et cluster YARN directement. Du coup Spark viendra s'interfacer avec ces configurations là. Donc Spark étant pre-build Hadoop, il est capable lui aussi en l'état, donc sur cette version là, de faire fonctionner des workers en mode cluster. Donc on va aussi en profiter pour expérimenter faire tourner notre application sur les deux types de clusters pour voir un petit peu les différences de performance. Donc voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc j'utilise Putty Super Putty parce que c'est gratuit et que là ça va me permettre de saisir des commandes simultanément sur mes deux interfaces. On va commencer par changer le mot de passe. C'est des routes. Le problème c'est que là je peux avoir la même chose. Donc là il va me demander d'entrer le nouveau mot de passe que je l'avais déjà fait sur une machine. Ok, donc j'ai changé les mots de passe route sur les deux machines. Ah oui, alors toutes les installations là vont se faire avec l'utilisateur root. Pour une question de simplicité et de rapidité, on ne va pas créer d'utilisateur particulier. C'est possible, c'est faisable, c'est juste un petit peu chiant à faire là, donc on va tout faire en route. Pour une question de simplicité, mais en termes de sécurité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc dans un premier temps, on va commencer par faire un petit apt-get update histoire de rafraîchir tout ça. Ah oui, mais je suis pas super utilisateur. C'est quand même vachement pratique ça. Update.
installer apt-get install OpenJDK-u-jre. Donc on va utiliser la version 8 de Java. On va ici installer OpenJDK Headless pour monitorer un petit peu les processus Java. Ça va nous servir par exemple, pour vérifier que tous nos process Java au travers de notre HDFS par exemple sont bien lancés, à pouvoir identifier si nos data nodes, si nos name nodes, etc. sont correctement lancés. C'est pratique. Pas indispensable, mais c'est pratique. Voilà, alors l'installation est finie sur les deux. Donc je vais refaire un apt install OpenJDK-8 comme ça que ça s'écrit. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Du coup, je fais la même ici. Donc c'est OpenJDK-8-JDK LS. Ok, donc l'installation est finie. Ok, très bien. C'est fini des deux côtés. Donc on va commencer par un petit peu préparer les répertoires. On va créer des répertoires, des futurs répertoires pour Spark et pour Hadoop qui vont être nos répertoires d'installation. Donc on va faire un Cadia. On va s'installer dans /user local Spark et l'autre on va l'appeler Hadoop. Alors on va ensuite on va télécharger les archives. Alors ici on va trouver notre archive Spark Prebuild Hadoop. Voilà. Ensuite ici on va télécharger notre Hadoop 2.7.7. Et ensuite on va dézipper le tout avec un tar xvsf. Alors c'est Spark c/user local Spark. Ok. On va faire pareil pour Hadoop. Ok, alors on va juste rajouter un petit fichier de log pour Hadoop qui peut toujours servir. Appeler log. Voilà. Donc là pour l'instant on a téléchargé et dézippé notre Spark et notre Hadoop. Donc grâce au sheet
mutualisation de l'effort, on va commencer un petit peu à configurer les deux, notamment au niveau du bash RC pour qu'on puisse exploiter les commandes des différents frameworks de notre shell. On va les rajouter dans bash RC. Donc pour ça, on va faire nano bash RC. On va les rajouter à la fin, ce sera plus simple. Alors, voilà. Donc là ici on va définir le répertoire de Spark, le répertoire de Spark qui est bien dans Spark. Tout ça c'est bon. Alors ici je lui redéfinis que alors c'est pas vraiment sa place ici, je sais pas pourquoi il est là. Lui il aura sa place dans le point conf, dans le Spark environnement pour SH. Voilà. Pour ce qui est de Hadoop, donc on lui dit que le Java qu'on utilise il se trouve ici, le répertoire d'install d'Hadoop. Voilà. Donc toutes ces informations là sont nécessaires pour pouvoir que les deux frameworks s'y retrouvent et qu'on puisse notamment utiliser dans notre shell des commandes propres aux différents frameworks. Donc une fois que notre bash RC est modifié, on va l'up-to-date avec la source un bash RC. Voilà. Donc là déjà en l'état, si on veut vérifier que ça fonctionne, par exemple si je tente Spark, que je fais table, voilà, il me l'auto-complétionne. Donc la shell là, par exemple, voilà, Spark SQL, Spark Submit. Donc voilà, ça a bien été pris en compte, donc pas de souci. Deuxième petite chose, on va commencer à mettre à jour notre fichier etc host, puisque c'est souvent plus simple d'utiliser des noms de machines que des IP. Et comme on n'a pas la de DNS sous la main, on va le modifier directement de etc host. Donc nano. Alors sachant que là j'ai fait ces manips là sur une seule des deux machines, il va falloir que je le fasse sur l'autre. Alors on va faire un truc on va modifier un petit fichier SSH qui va nous permettre, donc on va aller dans nano slash etc ssh d. Comme moi je fais tout en route, on va faire un truc qui normalement est pas permis, permit route login yes. Alors on a modifié le fichier SSH des configs. Tac, j'enregistre. Faire le même ici, slash etc ssh config permit route login yes. Voilà, on va faire juste un petit redémarrer ssh restart. Ok.
Ici, je vais faire un petit SSH-keygen. Donc là, je vais me générer une clé -p pour la passphrase. Je crois que c'est grand P. Pour dire que je veux pas de passphrase. Je me génère une clé comme ça. Il me le met dans IDRSA pub. Ok, pas de problème, ma clé est générée. Ok, donc super. Donc là, je vais copier cette clé de IDRSA vers normalement autorisé key qui est dans route.ssh. Si je fais en cd route.ssh, voilà, je retrouve l'autorisé key, mon IDRSA. Donc si je fais un cat IDRSA.public et je veux l'ajouter dans autorité key. Non, si je fais un cat autorité key. Alors je suis bien sur route, localhost, local domaine. Ouais, bon, ça c'est pas. Ok, pas de problème. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais transférer cette clé sur ma deuxième machine pour que j'ai pas à me loguer, saisir un mot de passe systématiquement. Donc pour ce faire, je vais faire un SCP de autorité key en route. Je vais pas modifier encore mon TC host 192.168.1.31.2//.ssh. Je dis yes. Donc là, il me demande le mot de passe parce qu'il ne connaît pas encore, qu'il n'a pas copié. Voilà, c'est copié. Donc là, si je fais un SSH route at l'IP d'en face 168.1.31, je devrais pas avoir à saisir de mot de passe. Nickel. Ok, je suis en face. Ok. Alors je vais juste changer un petit peu les hostnames parce que la localhost c'est pas terrible. Du coup, va peut-être falloir. On a préparé notre config SSH, donc il faudra bien porter cette clé, bien évidemment, dans tous les autorised keys des différentes machines. D'accord. Donc c'est bien celle du master qu'il faut porter sur celle de tous les workers. Pour l'instant, c'est pas nécessaire de faire de transmettre les clés de tout le monde à tout le monde, quoi. Juste dans ce sens-là, c'est suffisant puisque c'est du coup notre master qui va être amené à effectuer des tâches sur nos workers, à lancer des data nodes, des clusters, des machins, à faire des actions. Donc c'est lui vraiment l'orchestrateur, donc c'est lui qui va pouvoir se connecter sans avoir à saisir de mot de passe. Alors on va juste renommer nos machines parce que j'ai peur que ça l'underscore me pose problème. Non. CD1.
On va donc modifier pour lui aussi le fichier host ici. 192.168.1.31. On va reboot. Start session. User. Okay. Donc on est bien sûr SID1. Donc on va remodifier pour lui aussi le fichier host. On va tenter de lancer Spark. Vérifier que tout va bien sur Spark. Start session. User. Ok, on est bien ici les deux. Ici, le lancer Spark. Alors, pour parler un petit peu du jeu de données à partir duquel on va travailler à partir d'un dictionnaire de mots de passe de près de 14 millions de lignes, qui est le fichier roq.txt de la Kali Linux. Donc voilà. L'idée va être d'essayer de déterminer sur ce dictionnaire la qualité du dictionnaire, le nombre de mots de passe complexes, simples, moyens, sur la base d'un filtrage personnel par exemple. Donc voilà un petit peu comment on va procéder. Donc l'idée c'est de parcourir un peu ce jeu de données et à chaque mot de passe contrôler la nature du mot de passe. Donc notre Spark s'est bien lancé, on a une interface web à disposition sur le port 4040, notre Scala en version 2.12.8. Si on fait par exemple, je sais pas, un petit print ln2 coucou, ok, ça fonctionne. Donc jusqu'à présent, voilà, tout va bien. On va maintenant attaquer directement la configuration de l'HDFS et de Yarn, même si on va pas l'utiliser tout de suite. Voilà. Alors pour la partie Hadoop, il n'y a pas énormément de fichiers à configurer et on va pas aller très loin dans la configuration puisqu'il s'agit d'utiliser ce qu'on comprend et de faire en sorte que ça fonctionne. Il y a énormément d'options qui sont ajoutables. De manière générale, donc les fichiers à modifier sont des fichiers XML de configuration. Donc en tout, il y a à peu près pour Hadoop et Yarn 4 fichiers en tout à modifier. Donc on va aller se rendre dans notre répertoire Hadoop, Hadoop, et donc nos répertoires de configuration se trouvent dans ETC Hadoop. Donc dans ce répertoire ETC Hadoop, on va commencer tout d'abord par configurer le script d'environnement de Hadoop qui est Hadoop environnement.sh. Nana, effectivement, Nana, ça n'a pas marché. Nano, ça marche mieux. Et donc en fait, on va ici juste lui préciser où est-ce qu'il va trouver Java.
parce que Java, il va le trouver dans notre répertoire user lib. Les librairies sont là, précisément ici. Donc, on valide. Donc notre fichier ici est configuré, donc il va savoir où trouver nos librairies Java. Lorsqu'il va se lancer, ensuite on va modifier le fichier core-site.xml. Donc ce fichier core en fait va nous servir à définir en gros voilà, c'est qui le cœur, c'est qui le master de tout notre système Hadoop. Donc on va venir intercaler ici une balise propriété, on va modifier quelques informations. Ça c'est un petit commentaire que j'avais mis. Donc là en l'occurrence ça va être 192.168.1.30.master. Tac, on enregistre. Une fois qu'on a modifié le fichier core, on va modifier un peu le fichier HDFS. Donc là-dedans, en fait, on aura toute notre configuration de notre stockage SDFS, les répertoires, l'arborescence de notre HDFS sur notre serveur. On peut lui définir aussi des options de réplication de données ou pas. Donc là, nous, on va être assez simpliste avec les configurations suivantes. Donc réplication 1, le répertoire, notre répertoire HDFS, donc ce sera Hadoop data, donc qui va contenir notre name node, notre data node. Donc il va falloir qu'on crée ce répertoire. Enfin, on n'a pas besoin de le créer puisqu'on l'a déjà créé. On a créé le répertoire Hadoop. Les autres dossiers vont venir s'alimenter au moment du formatage de notre HDFS. Ils vont être créés automatiquement. Tac. Donc ça nous fait 3. Donc il va nous rester un quatrième fichier. Yarn. Site. Donc là ça concerne vraiment donc là, notre cluster Yarn. Donc là aussi on va être assez simpliste dans les configurations, sachant que bon il y a une config là que je vais mettre qui va pas nous servir parce qu'on configure pas de MapReduce. Donc c'est ici là, c'est pas grave, on va la mettre quand même. Ici on spécifie du coup notre gestionnaire de ressources, qui est notre master. Donc là j'ai SID1, pas d'ACL particulière. Donc voilà, on reste en mode très soft en termes de config. Donc là on a configuré les 4 fichiers nécessaires à un fonctionnement nominal de Yarn et Hadoop. Une fois que ça c'est fait, donc là on a les fichiers de configuration, il faut qu'on lance la génération de notre HDFS. Alors pour ce faire, on va taper la commande. Oui, on peut déjà copier éventuellement ces fichiers de conf sur l'ensemble de nos machines. On va juste modifier le fichier slave. On va mettre ici SID1, SID2. On va mettre les différentes machines de notre cluster dans ce fichier slave.
Voilà. Alors maintenant que on a tous nos fichiers de conf, on va juste effectuer, parce que là, pour l'instant on a téléchargé tout sur notre première machine. On va télécharger également donc Spark, Hadoop et dézipper le tout côté client. D'accord. Donc c'est parti. Alors donc là sur notre SID2, on a donc recréé les répertoires pour Spark et Hadoop. Donc c'est des users local, donc un répertoire Hadoop et un répertoire Spark dans lequel on a dézippé du coup les deux frameworks qu'on avait téléchargé tout à l'heure pour les mêmes manips. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tous les fichiers de conf de notre master. Donc notre master est actuellement configuré, par exemple là pour Hadoop. On va les copier sur nos différents slaves. Donc pour ça on va faire tout simplement scp scp Hadoop étoile vers route at SID2 Hadoop etc Hadoop. Voilà. On va copier tout le répertoire. Voilà. Comme ça on est ISO, pas de problème des deux côtés. Donc maintenant on va pouvoir commencer à formater notre HDFS. Donc pour ça, donc on reste sur notre master, notre commande HDFS name note format. Impossible de trouver au-dessus. Ah oui, effectivement, si je n'ai pas name note, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc notre HDFS est formaté. On peut éventuellement le lancer ou lancer Yarn, mais ça c'est des manipulations qui viendront après. On a plusieurs scripts à notre disposition, mais je vous en parlerai un peu plus tard. On va donc là on a configuré la partie Hadoop. Il y a quand même quelques fichiers éventuellement qu'on peut regarder. Enfin, il y a surtout un fichier qu'il va falloir regarder pour la partie Spark. Donc on va lancer des /user local Spark. Alors c'est le fichier Spark-conf. Donc le fichier qui nous intéresse c'est donc spark-conf-environnement.sh. Donc là c'est un point template. On va le transformer pour être sûr que c'est celui-là qu'on utilise. sh. Et en gros dans ce fichier on va juste lui spécifier comme information ou chercher les confs Hadoop, puisqu'il en aura besoin lorsqu'on va vouloir lui soumettre des applications à exécuter en mode cluster. Il va chercher des confs Hadoop à appliquer notamment à l'HDFS ou des confs pour Yarn si on utilise les clusters Yarn. Donc là on va faire nano Spark environnement sh. Et ici, on va venir rajouter un petit export pour lui dire où se trouve notre conf Hadoop.
Alors on va le commenter pour l'instant puisqu'on en aura besoin que pour l'étape cluster, et si on l'utilise tout de suite, même lorsque l'on va exécuter notre shell, donc par défaut c'est cette configuration là qui se chargera, et à ce moment là on risque d'avoir des petits soucis, notamment vu qu'il ne peut pas lancer notre HDFS, on risque d'avoir des soucis. Voilà. Donc voilà, notre configuration sur nos deux machines témoins, enfin les deux premières machines de notre cluster est prête. Donc si on récapitule, il est important de transmettre les clés de la clé de notre master, surtout dans tous les authorisés de key de nos différents clients, afin d'éviter d'avoir une saisie de mot de passe, d'accord, manuel, une interaction humaine. Là tout sera fait par la machine, donc il ne faut pas qu'on puisse saisir de mot de passe. Tous les fichiers de conf Hadoop dans OTC Hadoop doivent être identiques et copiés sur toutes les machines du cluster. Pour ce qui est du fichier de Spark environnement, uniquement sur le master c'est suffisant, de là où on va lancer les applications. Que dire de plus au niveau de ces configurations? Voilà, le HDFS a été formaté, donc on est prêt pour passer à l'étape suivante qui va être de développer le petit programme, de le lancer en local dans le premier temps, et ensuite lancer notre HDFS et nos différents clusters, que ce soit Spark Seaworker ou notre cluster géré par IA. Voilà. Donc à tout de suite pour la suite. Alors, donc notre Spark est installé, configuré, idem pour Hadoop. Donc avant d'exploiter le cluster, on va déjà tenter d'élaborer un petit programme en local, de l'exploiter, observer le temps de traitement. Voilà. Donc on a développé un petit programme en Scala, qui n'est plus ni moins que des suites d'instructions Scala, exécutables directement au travers du shell, mais que nous on a regroupé dans un fichier qu'on a appelé script. Et on va en fait charger ce petit script dans le shell de Spark. Donc nano script.scala. Donc voici le petit script que nous avons réalisé. Donc ce script aura pour mission de appliquer un certain nombre de filtrages sur un jeu de données afin de recueillir certaines informations. Donc le jeu de données en question, c'est un dictionnaire de mots de passe, et le but en fait de nos différents traitements sera de déterminer par exemple le nombre de mots de passe complexes, facile ou moyen, voilà, grosso modo. Donc pour ce faire, en fait, on va chercher notre jeu de données, on va le charger dans une RDD, dans une variable qu'on a appelée data, et ensuite on va appliquer ici différents types de filtres sur cette RDD, et le résultat de ce filtrage, on va le stocker dans d'autres variables qu'on va ensuite sauvegarder. Voilà. Donc vous pouvez regarder un petit peu plus en détail ce que font les différentes commandes. Moi j'ai essayé de commenter un petit peu pour illustrer un petit peu plus. Donc voilà un petit peu notre script. On va donc le lancer au travers du Spark Shell. Lorsqu'on exécute Spark Shell, en fait, il va lancer également une interface web qui va nous permettre de monitorer un petit peu tout ce qu'on exécute dans le shell. Donc en l'occurrence les jobs, comme on appelle Spark. Cette interface se trouve en écoute sur le port 4040. Donc on va aller jeter un coup d'œil tout de suite. Donc là c'est l'IP de mon master. Donc actuellement uptime depuis 16 secondes. Aucun événement court, puisque actuellement on n'a rien lancé comme commande
dans le shell. Donc comme que j'ai expliqué tout à l'heure, toutes les commandes qui sont dans script.scala auraient très bien pu être tapées de manière manuelle dans le shell. Là, ce qu'on va faire, c'est uniquement charger notre script. Et lui, ce qu'il va faire, c'est traiter de manière séquentielle toutes nos instructions. Donc pour charger notre script, on va taper la petite commande .load le nom de notre script Scala. Alors donc notre script Scala est directement à la racine de notre dossier Hadoop. Donc ce qui nous permet ici d'éviter de définir un chemin particulier. Donc on va lancer notre script. Notre script se charge, donc il exécute bien les commandes de manière séquentielle. On arrive à une petite phase de traitement, donc là, on va actualiser un petit peu notre web interface. Et on va voir qu'effectivement il y a bien un job qui est en cours depuis 7 secondes avec différentes étapes de traitement, différentes tâches. Si on clique un petit peu sur le job, on peut avoir cette petite vision de diagramme qui donne un petit peu une synthèse des traitements et des différentes commandes qui sont en train d'être implémentées. Donc le chargement de notre jeu de données, les différents filtres appliqués pour finalement sauvegarder les données. Donc rien de bien extraordinaire, mais ça permet de donner une certaine représentation des différentes tâches. Donc l'avantage ici, c'est qu'on a un chronomètre qui nous permet de monitorer un peu notre job. Donc là il y a une première étape du job qui a été fait en 57 secondes, donc qui correspond du coup dans notre traitement à la première sauvegarde, donc sans doute mot de passe faible. Traitement de cette tâche là. Et donc là notre deuxième jeu d'instruction là par exemple c'est pour mot de passe complexe, donc là qui est en cours depuis maintenant 30 secondes. Voilà. Grâce à ce petit monitoring, on va pouvoir comparer la différence de performance entre un traitement local et un traitement en mode cluster. Donc il faut savoir que Spark, on peut faire aussi du cluster directement via Spark sans passer par Yarn. Ou le Yarn d'Hadoop qu'on a configuré tout à l'heure. Spark implémente nativement déjà un petit peu ce système-là au travers de ses workers. On va aussi expérimenter pour observer un petit peu les différentes performances entre, on va dire, du 100% Spark et du Spark mutualisé Hadoop Yarn. Il est possible de faire les deux. Voilà, donc notre job est à présent terminé. Donc tout s'est bien passé. Donc on totalise 1 minute, 1,2 minutes et 57 secondes pour tout notre traitement. Donc ça fait un peu plus de 2 minutes au total. Nos RDD ici, tout s'est bien passé, pas de message particulier d'erreur dans ce cas-là. Donc on va quitter, on va vérifier que nos fichiers ont bien été créés. Donc normalement je devrais avoir quelque part un fichier output. Voilà. Et là, donc je retrouve bien mes fichiers TXT Spark faible et Spark hard. Voilà. Donc mes fichiers ont bien été sauvegardés, pas de souci. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être notre mise en cluster. Donc pour cette petite étape, il va falloir deux choses. Le programme que l'on a actuellement
développé, qu'on a conçu, notre script.scala, n'est pas une application et n'est pas exécutable en l'état sur notre cluster. Il va falloir la transformer en application, entre guillemets un point jar, qui va pouvoir être lancé sur notre cluster. Donc il va falloir compiler un petit peu à toutes ces instructions pour que ça soit exécutable sur le cluster. Donc on va voir aussi un petit peu toute cette étape de compilation, puisque on va utiliser SBT pour compiler, c'est un petit peu particulier, et puis il faudra compléter avec quelques instructions notre script pour que cela soit possible. Mais on va également devoir lancer notre HDFS, notre cluster yarn, et aussi notre cluster Spark pour vérifier que tout est bien configuré. Voilà. Donc prochaine étape maintenant, l'exploitation en mode cluster. Alors pour l'exploitation en mode cluster, donc il faut savoir qu'il y a quand même encore quelques petites configurations à effectuer. Donc pour ça, déjà côté Spark, on va aller dans les fichiers de conf. Alors deux petites choses, il y aura là-dedans deux choses à configurer. Donc nativement vous n'avez pas le fichier normalement spark-environnement.sh, vous avez que le template. Donc ce qu'il va falloir faire en fait, c'est donc tout simplement une copie du template spark environnement sh .template que vous allez copier en spark environnement.sh tout court. Voilà. Donc une fois que ça sera fait, on va pouvoir éditer donc le spark environnement sh et on va juste y définir une petite chose. Ici, c'est où est-ce qu'il va chercher en gros notre configuration Hadoop. Voilà. Pour tout ce qui concerne notre HDFS et notre cluster yarn. Donc on va donc juste rajouter cette petite ligne là pour nous dire où chercher notre config Hadoop. Donc ça c'est fait. On va effectuer une deuxième petite modification, c'est sur le fichier slave.template, puisqu'on ne va pas utiliser que notre cluster yarn, on va aussi utiliser pour le fun là, le cluster Spark. Et afin d'éviter de nous embêter à lancer tous les workers un à un, on va pouvoir modifier ce petit fichier, si c'est pas déjà fait. Voilà, si c'est déjà fait. Et donc rajouter tous nos slaves, toutes nos machines esclaves. Donc j'inclus également le master. Voilà, juste quelques petites lignes à rajouter. Voilà, donc les deux fichiers à modifier pour la partie Spark. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Donc on va, maintenant qu'on a téléchargé normalement notre petit jeu de données, Hadoop. Voilà, donc notre jeu de données est bien là. On va préparer par anticipation pour le traitement de l'application. On va lui dire où chercher notre requeue et le formater en HDFS. Alors pour ce faire, on va aller dans Hadoop, on va utiliser HDFS. Non, on va d'abord lancer notre système HDFS, notre yarn. On va aussi lancer notre master Spark et les workers Spark. Donc pour la partie Hadoop et yarn, il existe deux types de commandes. Soit un start dfs.sh, donc qui est un script, donc exécuté soit
dans un premier temps le script dfs.sh pour lancer la HDFS, puis dans un deuxième temps yarn.sh pour lancer le cluster yarn. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites directement un startall.sh qui va lancer les deux dans la suite des autres. Donc il va procéder au lancement des différents sur les différentes machines. Donc là on voit bien que voilà, les différentes machines sont lancées. Donc le name node pour notre master, et puis toutes les data nodes. Voilà, donc là la partie yarn a été lancée également. On va aller dans Spark. Spark SP normalement pour les scripts. Donc on va lancer notre master et nos clients et nos workers. Donc pour utiliser un peu le cluster Spark également. Donc pour ce faire, le script c'est start-master, pas plus compliqué. Le master était déjà en route. Je sais pas pourquoi. Pour l'arrêter, c'est un stop master. Hop, voilà. Start master. On va maintenant aussi chercher à lancer donc les différents slaves. Donc cette fois, il faudra un petit plus de configuration, puisqu'on va allouer des ressources à nos différents slaves et on va les faire pointer vers le master. Donc pour ce faire, on va utiliser le script start slave avec un s. D'accord, donc ce script va en fait aller chercher le nom des machines dans notre slave template, d'accord, pour exécuter cette commande sur toutes les machines. Donc -c ici c'est pour le nombre de CPU que l'on souhaite allouer, -m pour le nombre pour la RAM, et ensuite ici donc l'IP de notre master suivi du port interne de communication qui est le 7077. Il s'agit bien d'un port IPC, hein, il ne s'agit pas d'un port ouvert sur une interface web. Donc voilà. Lui aussi était en route, donc pareil, on va stopper les slaves. On va relancer les slaves. Voilà, donc on a des interfaces, des web interfaces aussi pour monitorer un petit peu tout ça, qui communiquent sur des ports un petit peu différents. Donc pour la partie HDFS d'Hadoop, ça sera le port 570, donc 570 pour Hadoop. HDFS. Pour le cluster, ça sera le port 8088. Et pour le master de Spark, ça sera le port 8080. Donc ici, donc 5070 pour notre data node HDFS. Donc on voit bien ici nos 4 machines sur notre node. Overview, donc normalement notre répertoire HDFS il a bien été fait, voilà, donc on est dans Home Hadoop Data, donc on est bon, on a bien nos 4 machines. Pour notre cluster Hadoop, on est bien sur le port 8088, on retrouve bien nos 4 machines. Donc là aussi tout va bien, donc node actif 4, pas de problème. Et pour notre Spark Master, donc sur le port 80, on retrouve bien 1, 2, 3, 4. Alors il y a une machine qui a été tuée et bon, qui s'est pas réactualisée, mais elle devrait disparaître. Mais donc on a bien nos 4 machines, y compris notre master.
il n'a pas été tué, il n'a pas été tué super. Pas été tué super, il faudrait que je le rekill pour que ça soit propre. Alors si je veux juste rekill le master, donc là je suis actuellement sur le master. Si je veux juste rekill le slave, je vais faire un stop slave sans S. Voilà. Je vais refaire un start slave, mais cette fois-ci sans S. Donc on va juste vérifier que ici il est bien mouru. Donc voilà, et ils sont bien dead tous les deux. C'est qu'il aurait fallu que juste stop le master pour être propre. Tac. Je vais le relancer unitairement. Voilà. Je réactualise. Voilà, donc je le retrouve là. Voilà, donc 4 Go. Tout va bien. Tant que l'affichage ici se remette. Voilà. Donc on a bien d'un côté du coup notre cluster Hadoop, hein, donc c'est Hadoop Yarn, donc c'est Yarn qui va être vraiment l'orchestrateur de la répartition de ressources pour le traitement de l'application entre nos différents nodes ici. Alors que le Hadoop HDFS ici va juste plutôt gérer la partie données, stockage, voilà. Tac. Donc tout ça c'est préparé. Donc qu'est-ce qui va nous rester à faire à présent? C'est transformer notre petite application de tout à l'heure, voilà, notre petit script en application. Voilà. Bon, on va faire ça tout de suite. Alors, nous revoilà pour la partie maintenant création de l'application. Donc pour la partie création de l'application, on va nettoyer un petit peu tout ça, ça sera plus clair. Donc il faut utiliser SBT. Donc SBT actuellement n'est pas installé. SBT est une application qui n'est pas disponible dans le package de base, hein, dans les sources de base. Donc on peut aller sur le site de SBT et suivre les indications. Donc j'essaierai de mettre le lien dans la vidéo. Donc voilà, une petite suite de commandes à taper, enfin, des informations à rajouter dans les listes, une petite clé également à rajouter. Ça devrait être bon si je fais un petit requête update, on va laisser un petit peu subditer. Voilà, apt get install SBT. Voilà. Ok, il s'installe, mais si je fais donc j'ai bien SBT dans mon shell. Ok. Donc voilà, SBT est maintenant installé. Donc là il va falloir créer notre petit package applicatif pour pouvoir exploiter notre petit script, notre petite suite d'instructions sur notre cluster. Il va falloir compiler tout ça. Alors pour ce faire, donc on va tout simplement créer il y a un répertoire data. Voilà. On va utiliser un petit peu le répertoire data qui est présent ici. Alors, il me semble qu'il n'y a pas grand chose dans data. Ici il y a déjà des trucs.
D'accord. On va faire un mkdi -p. Alors -p, ça c'est pratique si vous avez plusieurs dossiers à créer, créer totalement une arborescence. C'est plutôt pas mal. Donc moi je vais créer SID. Comme ça dans le dossier source main. Je vais pour ce cas-là. SID 2019. Voilà. Spécial dédicace. Spark et stat. Ouais, c'est les stats. Voilà. On va créer notre répertoire. Donc là, SRC. Non, c'est SID. Hop. Ok. Et donc on va créer notre script ici. Donc on s'en fout. Tac. On va le créer là. Et en fait on va reprendre. Vous allez voir qu'il y a quelques petites choses à comprendre. Donc grosso modo c'est les mêmes lignes que vous avez pu voir tout à l'heure pour le script. Je vais juste enlever ça sur le code. Je vais faire un truc ici pour data faible puisque c'est une vieille version. Je n'ai pas mis à jour, donc data faible. Voilà. Donc grosso modo, il n'y a pas grand chose qui change dans le traitement. Je sais qu'il n'y a pas d'erreur de copier-coller. Ok, on est bon. Alors, ce qui va changer, ce qui est important, c'est deux choses. Tout d'abord, au niveau de la source de notre RDD, donc maintenant que tout à l'heure on a modifié le fichier Spark environnement .sh, donc lorsqu'on va vouloir exécuter cette commande, cette application du moins tout à l'heure, il va aller systématiquement chercher du coup la configuration Hadoop. Notre configuration Hadoop, on a défini un nouveau système HDFS donc qui correspond voilà, à Hadoop home/home/Hadoop etc. Data node patati patata. Donc c'est là-dedans en fait que il va vouloir chercher ces informations dans cette HDFS, dans cette source de stockage. Donc il va falloir qu'on mette notre jeu de données déjà stocké dans ce HDFS. Donc on va y revenir un petit peu plus tard, mais voilà, en gros, donc tous les traitements qui seront faits ici, donc pour aller chercher la donnée, pour la lire et pour ensuite ici les sauvegarder, ça sera fait au niveau de notre stockage HDFS. Il n'y a pas grand chose qui change dans ce fichier, si ce n'est, alors tout d'abord quand même quelque chose d'important, donc ici package, pour spécifier un petit peu, retrouver un petit peu notre arborescence. Donc on est bien dans le dossier stat qui est lui-même dans Spark et qui est lui-même dans SID 2019. Voilà, et on aura besoin pour utiliser notamment SC ici, on aura besoin d'un certain nombre de librairies ou de variables d'environnement qu'on va pouvoir retrouver en important ici spark.conf et spark context. On initialise tout ça, donc notre objet stat, d'accord, balise ouvrante, balise fermante, bien plus bas, voilà, ici
qui ferme entre guillemets notre application. On lui a donné un petit nom pour pouvoir la retrouver dans notre job ou dans notre cluster. Donc ça c'est le nom de l'application qui s'affichera. Donc là c'est application Gigi et Toto. Voilà, donc notre programme il ressemble à ça. Donc à partir de là, on va pouvoir, de ces informations que j'ai rajoutées, on va pouvoir compiler avec SBT notre programme pour faire une petite application. Donc on va enregistrer. Voilà. On va revenir au niveau est-ce que non, ouais, on va revenir ici et on va devoir éditer un autre fichier. Donc je suis qu'on va appuyer build.sbt. Donc ce fichier il va être important parce qu'il va servir à notre commande sbt package pour savoir un petit peu enfin voilà, un certain nombre d'éléments dont il a besoin pour compiler notre programme. Donc ces informations, donc organization, correspondent un petit peu voilà donc à notre package. Donc le nom c'est stat, la version que l'on voit ici bas, voilà, c'est la version de notre application. Ici notre version Scala que l'on peut retrouver lorsque on tape Spark Shell et qu'on entre dans le shell Spark, elle est affichée. Et ici on lui indique qu'on utilise bien des librairies, donc toutes les dépendances de Spark Core, et donc nous on a installé une version 2.42 de Spark. Donc ici on a la version. Voilà, donc le fichier est créé. On va pouvoir, donc en restant à ce niveau là avant de la racine, donc SID, on va lancer un sbt package pour qu'il compile du coup notre application. Donc qu'on aboutisse à un petit point jar dans un dossier qui n'existe pas encore ici mais qui devrait s'appeler target. Successful, c'est plutôt pas mal, successful, hein. Quand ça successful c'est que c'est bien. Tac, on aurait dit machin, ok. Là, oh, on me donne updating, c'est pas mal. Et donc, updating, ouais. Donc là, vous voyez bien, build, il va bien chercher les settings depuis notre build SBT. C'est pas forcément très rapide, ok, successful encore. Un petit warning librairie. Ouais, donc c'est pas très grave. Compatibility, librairie dependency. Donc là, il compile. Complétique. Ok, success. Voilà. Donc success. Et donc il m'a créé mon application. Donc mon point jar. Stat 2.12-10, donc qui est la version qu'il y avait dans mon fichier build, qui est bien dans SID target. Donc il y a un répertoire que je n'avais pas créé, donc c'est lui qui l'a créé. Et donc à chaque fois que je vais vouloir lancer mon application, et ben c'est le chemin que je devrais emprunter. Voilà. Donc là on a compilé notre application, il ne reste plus maintenant qu'à la lancer. Alors avant de lancer notre application, on va juste refaire un petit point donc sur notre topologie. Donc aujourd'hui on a en fond Spark et qui est en mesure, grâce au fichier de configuration d'environnement, d'utiliser les configs HDFS et accessoirement le cluster YARN si besoin.
d'accord, mais il peut aussi fonctionner en autonomie, du moins en autonomie pour la partie cluster, sans utiliser Yarn, en implémentant un petit peu son Yarn à lui, son ordonnancement à lui, au travers de différents workers. On va donc exploiter dans un premier temps, lancer notre application, donc grâce à Spark Submit, qui va directement faire appel au cluster Yarn et HDFS, pour exploiter le traitement. Et ensuite on va utiliser le Spark Submit, on va dire uniquement Spark directement avec ses workers pour voir un petit peu ce que ça fait. On va travailler donc avec le HDFS. Donc il faut que nos données, déjà d'entrée, notre jeu de données soit présent dans ce système HDFS. Donc là actuellement ce n'est pas encore le cas. Donc on va modifier, on va préparer tout ça. Notre HDFS, c'est ce répertoire là. Donc notre HDFS est en route, on l'a pas arrêté depuis tout à l'heure et il vaut mieux qu'il soit en route. Donc on va effectuer la commande HDFS DFS mkdir on va dire aussi input, on va créer un répertoire input. Ok, on est bon, on va créer un output. Ok, donc là on a bien notre jeu de données. Et ben on va mettre ce jeu de données là dans notre input. Put rockU.txt. Voilà, donc on a chargé notre jeu de données là dans notre HDFS. Donc maintenant que ça c'est fait, donc dans notre si je fais un -s de output, actuellement je devrais rien avoir. Si j'ai des reliquats, ça va être embêtant. J'ai des reliquats d'anciens tests. J'aurais dû réinitialiser. Ça va être embêtant parce que je suis pas sûr qu'ils soient en mesure d'écraser. Je l'ai pas mis en overwrite. C'est embêtant. Donc là il va falloir que je recompile juste mon programme pour lui faire écrire dans un autre fichier qui n'existe pas encore, et ensuite je vous reprends pour lancer. À nouveau de retour avec l'application recompilée. Donc on devrait voir apparaître après l'exécution ici des fichiers faibles et durs, pour les mots de passe faibles et les mots de passe durs. Voilà pour ce qui est de la HDFS. Donc maintenant il ne reste plus qu'à soumettre notre programme à nos différents systèmes de cluster. Donc pour ce faire on va utiliser en fait la commande Spark Submit. Donc je vais pas m'embêter parce que moi je l'ai déjà tapé à côté. Je la mettrai en texte dans la vidéo, mais là on va la voir. Là dans un premier temps on va lancer au travers de Spark.
au travers de Spark est géré par Spark. Donc Spark Submit classe, donc là notre classe, notre package c'est SID 2019.spark.stat qui est notre application, notre programme. On lui indique notre master. Alors là par contre ça c'était pour le test en local, donc là si je fais ça, ça va pas marcher. Je pourrais très bien mettre SID1, mais on va mettre ça comme ça. Voilà. Le nombre de gigas qu'on va donner à manger à nos protagonistes. Le nombre de cœurs, 100. Et ensuite ici, donc là où se trouve notre programme, donc dans notre Home Spark, Tata, SID Target, Scala, machin bidule, tout ça, ça devrait rouler. Donc on valide. Et là, on se rend compte que ça tambouille, que ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va regarder ici au niveau de notre master ce qui se passe. Normalement, il devrait y avoir une running application quelque part. Effectivement, notre fameuse application Gigi et Toto est en cours de traitement et elle utilise bien tous les CPU et toute la RAM disponible. Donc sur nos différents workers, on peut l'avoir application detail là. Il utilise SID, ça va marcher 172.28 parce qu'il n'est pas dans mon DNS à moi, donc 130, j'espère que j'arrive pas trop tard. Oh, c'était presque fini. Donc une première partie qui a duré 37 secondes contre 57 tout à l'heure. C'est déjà fini. Voilà, j'y ai plus accès parce que ça travaille plus, donc state kill, ça c'est pas bon, ça state kill. C'est pas très bon tout ça. Hop. Finished, voilà, c'est finished. Complete, voilà, donc tout s'est bien passé, l'espace a été libéré. Donc si on regarde un petit peu, j'espérais vouloir voir le temps, mais bon, malheureusement, en tout cas l'opération durait moins longtemps que tout à l'heure. Si, on a la duration, c'était caché par l'écran, je ne voyais pas. Et voilà, donc l'opération a duré 1 minute contre 2 minutes tout à l'heure. Donc le gain de temps n'est pas forcément énorme pour cette application là et par Spark. Alors c'est peut-être lié au développement, c'est peut-être lié à plein de choses, hein. C'est peut-être pas plus optimisable que ça aussi. Mais bon, en tous les cas, on observe quand même une différence de temps de traitement là de moitié. Donc, ce qui est une observation. On va maintenant effectuer la même opération cette fois, mais on va observer le travail géré par le cluster layer. Donc on va procéder un petit peu de la même façon, sauf que la commande sera un petit peu différente. Donc toujours un Spark Submit. Donc jusque là rien ne change, sauf qu'on lui indique ici qu'on va utiliser Yarn en mode cluster. Toujours 4 Go pour sans pros max, enfin sans exécution, sans trade quoi, max. On lui indique toujours où se trouve notre application et on valide. Donc normalement comme tout à l'heure ça devrait machiner. On va y jeter un petit coup d'œil dans Hadoop. Yarn. On devrait avoir
des choses ici apparaître. Voilà, donc on a bien une application qui est en cours ici, là, qui a été soumise. Pour l'instant, j'ai que 3 nœuds d'utiliser, un quatrième. Voilà. Ticata. Donc ça va tourner, hein. Ça devrait durer au moins aussi longtemps que PoncePark. Enfin, peut-être moins longtemps, hein, si c'est plus performant. Ah ouais, là. Il n'y a plus que lui d'utiliser. Donc on arrive sur la fin. Ah non, il y a encore du traitement. Ah, c'est peut-être la deuxième partie là. Une partie certainement. Alors, une application. Est-ce que si je suis dans l'application, est-ce que j'ai des informations? Ah si, je progresse. 10%. D'accord. Establish une 17. Ah. State final. Ah, failed. J'ai un state final failed. À mon avis, c'est parce qu'il n'a pas pu réécrire. Il n'a pas pu réécrire. Ouais. Statut failed. Donc là, en fait, il n'a pas dû pouvoir réécrire dans les fichiers, les fichiers qui ont été créés précédemment, faible.txt et dur.txt. Donc on va remédier à ça et relancer l'appli pour pouvoir comparer. Alors pour remédier au problème, j'ai rechangé les fichiers dans lequel on va écrire pour le cluster yarn. Donc je veux juste quand même vérifier qu'il m'a bien créé dfs-ls. Donc dans output, je devrais normalement avoir faible.txt maintenant qui devrait apparaître et dur.txt. Voilà. Ok, donc ils ont bien été créés, donc pas de souci. Donc maintenant, je vais donc resoumettre l'application à mon cluster yarn qui est ici présent. Quand on est sur les notes. Donc ça c'est les applications qui ont été soumises, mais actuellement il n'y a pas de traitement en cours. Donc on va relancer l'application. Donc on est bien master yarn pour se terminer sur un finish success et pas un failed. Donc je vais actualiser. Là on n'avait rien utilisé, on devrait avoir des choses. Ok, ça commence à monter. Alors je vais juste élargir un petit peu. Application running 1, complète 1. Ça c'était ça tout à l'heure. Donc si je mets application, c'est normal, hein, on voit que du running, mais c'est parce qu'il y a du traitement. Donc ça c'est la failed de tout à l'heure. C'est qui est actuellement en cours. Depuis 1 minute
et 4 secondes. En tous les cas, c'est plus long que sur le cluster de Spark a priori. 1.36 et on est toujours en cours, on est toujours en running. Ah, là ça doit être fini, je pense. Ouais, c'est fini. On se termine bien ici par un succeeded. On va juste actualiser la page. Voilà, succeeded. On a mis un peu plus de temps que pour le cluster Spark. Presque 2 fois plus de temps. On a mis presque autant de temps qu'en local. Donc là, je pense qu'il y a sûrement des choses à revoir au niveau de la configuration d'Hadoop, puisque je suis parti sur une configuration assez minimaliste. Donc il y a des choses à optimiser là-dessus, je pense, au niveau de Yarn notamment. Peut-être la location des ressources, ou je sais pas, il y a sûrement des choses à modifier, mais en tout cas ça fonctionne. Donc voilà. Donc ici on a fait on a normalement répondu au sujet, à savoir guidé dans l'installation de Spark et Hadoop. Donc pour l'installation, pour monter un cluster Yarn et monter l'HDFS, développer une application qu'on a pu déployer en local sur Spark, une application là en plus en Scala assez basique, mais le but c'était pas de faire quelque chose de compliqué. On a pu compiler ces instructions pour les lancer sur différents clusters, différents modes de clusters. On a pu comparer les différences de performance. De manière générale, ça n'a pas été très facile pour nous de réaliser ce TP parce que énormément aussi de difficultés sur OpenStack, donc il a fallu beaucoup développer en local. Sujet pas forcément évident, beaucoup de choses de nouveau, enfin le Scala, beaucoup de choses dans les confs à comprendre. On est parti sur une configuration assez minimaliste parce qu'on souhaitait comprendre ce qu'on mettait dans nos fichiers de conf. Donc il y a énormément de choses qui sont optimisables, mais voilà, après il faut approfondir et on n'avait pas forcément le temps de plus approfondir que ça. Je voulais remercier encore une fois Gigi là, qui est pas sur la vidéo, mais voilà, pour pas qu'on l'oublie, parce que sans lui le TP aurait pas été réussi. Donc voilà. Et puis bon bah merci quand même parce que c'était une bonne expérience ce TP. Voilà. Ciao.